Bonjour à tous, ça fait 7 mois que les habitants d'Al-Hoceima descendent dans la rue pour manifester. Le mouvement a aujourd'hui un nom, le Hirak. On en parle avec notre journaliste spécialiste du Maghreb, Charlotte Bozonnet. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes de retour de la région du Rif d'Al-Hoceima. Vous êtes rentré il y a une semaine environ. On va parler, on va décrypter cette situation ensemble. Vous qui nous regardez, vous connaissez le principe. Vous pouvez poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Alors Charlotte, on revient aux origines de ce mouvement de contestation. Qu'est-ce qui a provoqué ce mouvement social? Alors le point de départ, c'était fin 2016, fin octobre, la mort d'un marchand de poissons à Al-Hoceima, un jeune d'une trentaine d'années qui en fait a été arrêté par la police avec de la marchandise qui avait été pêchée illégalement. La marchandise a été saisie et le moment où la police a voulu détruire cette marchandise, le jeune homme en question est tombé dans la benne à ordures et il a été écrasé, il est mort. C'est là que les manifestations ont commencé, avec de nombreux habitants de la ville d'Al-Hoceima qui sont descendus dans la rue, au départ pour demander justice pour ce drame. Puisque pour beaucoup de gens, ça a été une conjonction de griefs qui existaient dans cette ville, c'est-à-dire que l'économie étant extrêmement difficile, la vie économique étant extrêmement limitée à Al-Hoceima, toute une partie de l'activité se passe dans le secteur informel. Alors là, les gens ont eu le sentiment que voilà, un jeune arrive à se débrouiller, à gagner de l'argent en faisant du commerce, certes illégal, mais enfin en faisant du commerce, et qu'il se retrouve la proie de l'arbitraire, de la police, et que ça se termine dans un drame pareil. Donc ça a été vécu extrêmement douloureusement par beaucoup de gens de la ville. En plus, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, lui était connu. Voilà quel a été le point de départ. Mais au début, en tout cas, les revendications étaient vraiment sur ce drame. Et les gens voulaient que les responsables de ce qui s'était passé soient arrêtés et soient punis. Alors, on le disait, ça fait 7 mois que les habitants d'Al-Hoceima descendent dans la rue, mais on a la sensation que depuis un mois, la tension est encore plus forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est vrai que les manifestations n'ont jamais cessé à partir du mois d'octobre 2016. Là, il y a eu un basculement, un durcissement très net le 26 mai. En fait, c'était un vendredi et l'un des leaders de ce mouvement de contestation, qui s'appelle Nasser Zefzafi, qui a 39 ans, a pris la parole dans une mosquée d'Al-Hoceima. En fait, il a réagi au prêche de l'imam, prêche dans lequel le responsable religieux mettait en garde contre le désordre que pouvaient provoquer ces manifestations. Il parlait de fitna, qui est une accusation qui est grave. Et Nasser Zefzafi donc, a réagi en disant qu'on était à la mosquée et qu'il n'était pas question de parler de politique. Or, au Maroc, le champ religieux est extrêmement contrôlé par les autorités. Le roi est le commandeur des croyants et le fait qu'il intervienne comme ça dans la sphère religieuse, ça a été considéré par les autorités comme une ligne rouge qui a été franchie. Donc à partir de là, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Il a échappé à la police pendant 2 jours et il a été arrêté en fait le lundi, donc 2 jours après ce prêche et cette intervention. Et c'est là qu'ont commencé les arrestations de jeunes activistes de ce mouvement. Et aujourd'hui, on en est à près une centaine d'arrestations. Qui sont les chômeurs? Est-ce qu'on peut dire que c'est toute la population d'Al-Hoceima ou c'est surtout des jeunes, c'est surtout des personnes sans emploi? C'est un mouvement qui est difficile à appréhender parce qu'il est hors des schémas classiques. C'est pas un parti politique, c'est pas une association. Il y a quelques dizaines de jeunes qui formaient un peu cette colonne vertébrale du mouvement, mais c'est des jeunes du coin, des jeunes d'Al-Hoceima et des villes alentours, beaucoup qui cherchent un emploi ou qui ont des emplois précaires, en tout cas qui sont dans cette difficulté sociale. Et après, le mouvement est extrêmement soutenu par la population. Et le fait que les arrestations commencent fin mai, ça a encore mobilisé davantage les habitants, et notamment les femmes qui se sont mises à manifester à leur tour pour obtenir la libération de leur mari ou de leurs enfants qui avaient été arrêtés. Alors, pour reprendre un petit peu, qu'est-ce qu'ils dénoncent? Est-ce qu'il y a
je sais pas, un rapport au pouvoir, une corruption, un manque de développement dans la région? Les revendications sont vraiment d'ordre économique et social. Al Hoceima, c'est une ville côtière qui est assez éloignée. De Tanger à l'ouest, c'est 5-6 heures de route. De la ville d'Oujda à l'est, c'est pareil. C'est une région qui est enclavée, qui a une histoire difficile et qui a vraiment une énorme difficulté à être dans une intégration économique avec le Maroc. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de... quand on est là-bas, en termes d'emploi, c'est extrêmement limité. Il y a un petit peu de tourisme, mais l'été, pour les Marocains, la diaspora marocaine qui revient passer ses vacances dans la ville. C'est une jolie région, c'est une région côtière, mais voilà, il n'y a pas d'usine et beaucoup de jeunes sont obligés d'aller étudier ailleurs, travailler ailleurs. Voilà, donc c'est un ras-le-bol de ces conditions difficiles et puis une envie de participer, de bénéficier eux aussi de l'essor et du développement économique du Maroc qu'on peut voir dans d'autres grandes villes. Alors, pas mal de militants aussi ont dénoncé la répression du pouvoir. C'était un petit peu ce qu'il y avait aussi dans les messages adressés par Nasser Zefzafi. Oui, alors c'est une région qui a une histoire avec le pouvoir central marocain difficile et douloureuse, qui a à la fois une histoire de résistance face aux colonisateurs. Il y a eu une république du Rif entre 1921 et 1927. C'est très fort, ce souvenir est très fort dans les esprits des Rifins. Et puis après, sous le règne d'Hassan II, il y a eu notamment en 58-59 et ensuite dans les années 80, des épisodes de répression extrêmement brutales, de révolte et de contestation dans le Rif, qui étaient souvent là aussi sur les questions de marginalisation. Cette région se sentait marginalisée politiquement, économiquement, mais c'est un souvenir qui est extrêmement fort dans cette population. Et c'est vrai que le fait d'avoir envoyé aujourd'hui face à ce mouvement énormément de policiers, d'avoir vraiment choisi une option sécuritaire, a encore durci le mouvement. Alors, une question de Genaël sur Facebook qui demande: que pensez du mélange entre les islamistes et les mouvements progressistes de gauche que l'on voit ensemble dans les manifestations, notamment à Rabat? Alors là, il s'agit de la manifestation du 11 juin, qui a été au départ à l'appel du mouvement Justice et Bienfaisance, qui est une organisation effectivement islamiste qui est tolérée mais non reconnue par les autorités. Il y avait également pour cette manifestation des partis de gauche, des anciens militants du mouvement du 20 février, en référence au mouvement de 2011. Les manifestations à Al Hoceima ne sont pas d'ordre religieux, c'est-à-dire que c'est une région qui est effectivement conservatrice, la religion est présente, mais on est vraiment sur des revendications économiques et sociales. On n'est pas sur des revendications religieuses, on n'est pas non plus sur des revendications purement politiques, comme on a pu le voir au moment du 20 février 2011, où là les slogans étaient aussi sur une monarchie parlementaire, sur des choses vraiment très politiques. Là, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'il y a eu des accusations de récupération du mouvement. Moi, de ce que j'en ai vu en tout cas, et de ce que les manifestants peuvent dire, c'est pas le cas. C'est pas le cas sur place. Il n'y a pas une visée séparatiste, ce mouvement. Enfin, il n'y a pas d'objectif. Non, alors c'est vrai que l'histoire du Rif et son identité particulière jouent un rôle dans le mouvement. Les gens se sentent solidaires. Toute région a une histoire et cette histoire est particulièrement forte dans le Rif, donc c'est un élément à prendre en compte. Mais après, les revendications des habitants, au contraire, ne sont pas du tout dans le séparatisme. Et, il s'agit plutôt de faire partie du Maroc et d'avoir plus d'État, mais un État qui soit là à travers des universités, de l'emploi, des structures de santé, et pas seulement avec une présence policière. Donc on est vraiment... Les accusations de séparatisme, à mon sens, sont un contresens, voilà, par rapport au message que portent les manifestants.
Alors, on parlait tout à l'heure du mouvement du 20 février. Est-ce que les autorités ont réagi différemment en 2017 par rapport à 2011, hein, quand les membres du 20 février ont commencé à se mobiliser? Oui, ça a été très différent. En 2011, le roi est intervenu très rapidement, en fait, après le début des manifestations, pour promettre une vaste réforme de la Constitution et également pour annoncer des élections législatives anticipées. Donc il y a eu un signal politique très fort d'apaisement. Il y a eu une part de répression au moment de 2011 et 2012, puisque certains leaders du mouvement ont été arrêtés. Mais voilà, il y a eu un signal politique très fort, très rapidement. Alors que là, pendant plusieurs mois, bon, il y a eu assez peu de réponses en fait. Il y a eu une visite ministérielle mais assez formelle. Et puis à partir de la fin du mois de mai, vraiment l'envoi de forces de l'ordre de façon massive et très impressionnante sur place. Ce qui a beaucoup choqué les habitants qui, eux, sont sur un message en disant mais on fait partie du Maroc, on est marocain, la seule chose qu'on veut c'est voir nos droits respectés, le droit à aller à l'université, à l'hôpital, avoir un emploi, et donc on ne comprenne pas très bien d'être traités comme ça. Certains disaient on a le sentiment d'être des terroristes ou d'avoir fait quelque chose de mal, alors que bon, c'était pas le cas. C'est la sensation qu'ont plusieurs internautes sur Facebook, hein, qui disent on a la sensation que le Rif ne fait pas partie finalement du Maroc, hein, que c'est une région oubliée par les autorités. Non, pas oublié. À partir de l'arrivée sur le trône de Mohamed VI en 99, tout le nord du Maroc a quand même fait l'objet d'une attention particulière du pouvoir marocain. Il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits dans la région, notamment à Tanger, en termes d'infrastructures. Il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. Et il est vrai que Al Hoceima a vu, par exemple, des routes être rénovées ou se construire, mais c'est bien insuffisant pour permettre à ces jeunes de trouver un emploi et de se projeter convenablement. Donc c'est pas une région qui a été oubliée, mais je pense qu'on est encore loin de ce que les habitants attendent du pouvoir et de l'État. Alors une question de Randa, hein, vous avez bien sûr pas la réponse, hein, mais le gouvernement va-t-il faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des signaux, un signal qui montre qu'il y a une avancée pour calmer les populations? Il y a un peu une sorte de double discours, parce que d'un côté, il y a effectivement des déclarations d'intention disant qu'on va accélérer la mise en place des projets sociaux sur place. Il y a eu des visites de responsables et d'officiels, et en même temps, il y a cette dimension de répression à travers les arrestations et puis les regroupements qui sont empêchés par la police. Et qui n'ont pas vraiment lancé un signal d'apaisement. Et le problème, c'est que ce qui était considéré comme un peu comme les cadres du mouvement, ces jeunes qui étaient un peu structurés et qui organisaient la contestation, ont pratiquement tous été arrêtés. Donc aujourd'hui, la police se retrouve face à des groupes de tout jeunes manifestants qui, eux, sont beaucoup plus dans la confrontation et dans des heurts classiques on lance des pierres contre des lacrymos, alors que pendant des mois, la contestation a été pacifique. Et c'était d'ailleurs un des mots d'ordre des rassemblements, toujours le pacifisme. Donc, et voilà, et le fait que l'encadrement soit aujourd'hui extrêmement affaibli pose aussi un problème pour trouver une issue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Et il n'y a pas d'autres médiateurs possibles dans la région, il n'y a pas d'association, la société civile ne s'est pas mobilisée même avant ce mouvement. Il n'y avait pas le problème, c'est que ça se retrouve un peu dans tous les pays. C'est que tout ce qui est corps intermédiaire est quand même très affaibli. Les partis, les associations, les gens ont peu confiance et ne se sentent pas forcément représentés par ces structures. Et encore plus au Maroc, où le pouvoir central a fait en sorte de les affaiblir le plus possible. Donc aujourd'hui, les habitants ne se sentent pas représentés par leurs parlementaires, ils ne se sentent pas représentés par les partis politiques, les associations rarement. Donc aujourd'hui, la médiation, elle est compliquée. Qui? Donc beaucoup de voix appellent à ce qu'il y ait une intervention du roi, une intervention royale. Mais aujourd'hui, alors il y a eu un appel de personnalités de la société civile
qui demandent une grâce royale pour les jeunes qui ont été arrêtés, et puis voilà, qui disent que ces revendications sont légitimes, qu'il faut les écouter et qu'il faut mettre en place des négociations. Mais pour le moment, en tout cas, ça n'a pas été enclenché. Après, le ton est un peu redescendu parce qu'il y a quelques semaines, les partis politiques qui font partie de la majorité gouvernementale avaient publié un communiqué en disant voilà, que c'était un mouvement qui avait des visées séparatistes, que c'est un mouvement qui a été manipulé par l'étranger. Et, notamment le Front Polisario voilà. Enfin, ça, c'est une info qui a été publiée dans la presse un peu plus tard. D'accord. Et ça a beaucoup choqué les gens sur place parce qu'il n'est absolument pas question de ça. Il n'y a pas d'envie de séparatisme. Et puis, il n'y a pas de manipulation par l'étranger. Les partis ont aujourd'hui un autre discours, beaucoup plus conciliant, en disant voilà, on entend les revendications, pour autant on n'accepte pas qu'il y ait des troubles à l'ordre public. Alors, vous le disiez, hein, il y a eu une centaine de personnes arrêtées, 25 jeunes ont été condamnés à 18 mois de prison ferme, des condamnations bien sûr qui ont provoqué une indignation dans tout le pays. Aujourd'hui, finalement, les pratiques marzéniennes ne fonctionnent plus, on peut le dire comme ça. Oui, parce que on a le sentiment que la société marocaine a changé et qu'en face, la recette qui est appliquée est toujours un peu la même, à savoir une espèce de mélange de répression et d'action sociale. Voilà. Mais aujourd'hui, on est face à des gens qui ont connu les bouleversements qu'il y a eu dans la région, dont la parole a été libérée depuis 2011, qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de faire respecter leurs droits, qui ne se taisent plus c'est un classique, mais quand même les réseaux sociaux qui permettent de communiquer extrêmement vite, de montrer les vidéos des manifestations. Donc c'est vrai que ça paraît aujourd'hui un peu décalé. En termes de réponse, ça paraît obsolète par rapport à ce qu'est la société marocaine et la façon dont elle s'exprime. Est-ce que ce mouvement a montré un nouveau rapport au pouvoir? On peut dire ça? On n'est plus aujourd'hui des fidèles, des sujets, on devient des citoyens. Oui, oui. Certainement, les gens ont envie de... Enfin, il n'y a pas de remise en cause de la monarchie. Le roi Mohamed VI est extrêmement populaire. Mais il y a une envie, effectivement, d'être citoyen, de dire qu'on a des droits et qu'on veut les faire respecter et qu'on souhaite un rapport de respect, voilà, entre l'État et ses citoyens. C'est ce qu'on retrouvait au départ à la mort de Moussine Fikri, c'est qu'il y avait derrière ce refus du petit arbitraire local de certaines autorités ou de certaines administrations qui peuvent faire leurs lois en abusant des droits des citoyens. Donc oui, ce rapport a changé depuis quelques années et visiblement, en face, on a du mal à les comprendre parce que sinon, comment expliquer qu'aucune négociation n'ait été mise en route? Alors Faisal évoque un déploiement d'une impressionnante armée de ces dernières 48 heures. Est-ce que vous pensez que la répression va s'accentuer dans les jours à venir, demande-t-il? Pour l'instant, on l'a vu au fur et à mesure des semaines et des jours de manifestations. Moi, quand j'y étais, j'ai bien vu la différence entre le début, c'est-à-dire que dans ce quartier de Sidi Abed, on pouvait manifester sur une place et la police se trouvait en contrebas. Et au fur et à mesure des jours, la police a commencé à avancer dans le quartier. Et moi, quand j'en suis repartie, les manifestants étaient face à la police, ils étaient séparés par 20 mètres. La semaine dernière, ils étaient à 2-3 mètres. On empêche les gens d'accéder à ce quartier-là. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de manifester à l'Hoceima et dans les villes alentours. Je ne sais pas trop ce que peut être davantage de présence policière, parce qu'elle est déjà énorme. Voilà, les gens sont arrêtés et les manifestations sont de moins en moins possibles. Donc, est-ce que le Maroc a connu d'autres mouvements de ce type par le passé, dans d'autres régions? Il y a eu des manifestations dans les années 2005-2007 qui effectivement font penser à ce qui se passait à l'Hoceima, parce que c'était aussi des revendications sociales, économiques de villes moyennes. Voilà. Après, depuis 2011,
C'est la première fois qu'on voit des manifestations aussi impressionnantes. Je parle notamment de la manifestation de soutien au RIF qu'il y a eu à Rabat le 11 juin. Selon la police, il y avait 12 000 manifestants, mais les estimations indépendantes parlent plutôt de 50 000 personnes. Ce qui est assez rare au Maroc. C'est rare et c'est quand même très important. C'est un tournant, ce 11 juin. Est-ce que cette date est un tournant ou c'est un peu trop tôt pour le dire? Je ne sais pas si c'est un tournant. Beaucoup de gens disent est-ce que parle de révolution? Non, je pense qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas là-dedans, mais on est face. Le Maroc est un pays qui a commencé une forme d'ouverture et qui aujourd'hui touche un peu les limites de son fonctionnement, c'est-à-dire qu'il a une population qui attend de l'État un certain nombre de choses et de respect de ses droits et qui manifeste pour ça. Donc il va falloir qu'il trouve les façons de répondre à ça de manière pacifique et constructive. Et aujourd'hui, ce qu'on a répondu à l'OCIMA, c'est des arrestations des jeunes. Et alors, dans les personnes qui ont été arrêtées, il y a deux cas de figure. Il y a une partie des jeunes qui sont détenus à l'OCIMA et qui sont poursuivis pour participation à des manifestations non autorisées ou troubles à l'ordre public. Une partie des responsables de ce mouvement qui, eux, sont à Casablanca et là qui sont poursuivis pour des accusations beaucoup plus graves d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et là, ce que eux risquent est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave. Alors justement, Nasser Zefzafi fait partie de ces personnes-là. Il a été emprisonné à la prison d'Oukacha. Est-ce que Nawal Ben Aissa, qui est une femme la figure a émergé, est-ce qu'elle a su finalement s'imposer comme une relève Non, parce que c'est pas le mouvement n'était pas forcément organisé de façon pyramidale en fait. Elle a été assez présente elle était présente depuis le début du mouvement. Après, elle a été présente après l'arrestation de Zefzafi lors des rassemblements nocturnes. Elle a quand même été convoquée 2 fois à la police. C'est une mère de 4 enfants. Donc, je pense qu'elle continue à participer au mouvement et à porter ses revendications. Après, le fait d'être en première ligne, c'est un choix personnel et qui entre dans un certain contexte, à savoir de toutes ces arrestations. Mais c'est pas pyramidal, c'est qu'il y avait plein d'autres jeunes qui étaient extrêmement actifs dans ce mouvement. Il n'y avait pas qu'elle, mais c'est vrai que c'était intéressant parce qu'elle incarne, je pense, une certaine réalité là-bas de quelqu'un qui s'est engagé dans ce mouvement, non pas qu'elle fasse partie d'un syndicat ou d'un parti politique, mais parce qu'elle s'est retrouvée confrontée à des difficultés en termes d'accès aux soins et que assez naturellement, elle a décidé de soutenir un mouvement qui exige, qui réclame ce type de structure. Est-ce qu'on peut imaginer voir les cadres de ces manifestations se muer en politique, faire partie de la dissidence locale à l'avenir? Il y a une défiance extrêmement forte des structures politiques. Les gens participent peu aux élections, donc on a du mal à voir comment ça pourrait devenir justement des instances politiques. Là, la priorité, ce serait d'arriver à apaiser un peu le climat et de mettre en place des discussions. Donc on est très loin du mouvement politique. Dernière question, est-ce que c'est un mouvement qui va survivre à l'été, qui va continuer après le Ramadan? C'est compliqué de répondre. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des revendications qui vont se retrouver dans plein de villes au Maroc. Les villes moyennes, c'est des problématiques qui se retrouvent dans des régions très différentes. Là, c'est le RIF, mais ça dépasse la question du RIF. C'est ces petites villes ou ces villes moyennes qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément bénéficié du développement économique du Maroc. Donc, même si là, à l'OCIMA, les choses se calment, le pouvoir va être de toute façon confronté à ce type de revendications à l'avenir ailleurs.
Charlotte Bozonnet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et spécialiste du Maghreb et que vous avez passé bien plusieurs jours à El Hoceima il y a une semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. À bientôt, à très bientôt pour un nouveau Facebook Live.